On assiste depuis quelques décennies à une progression spectaculaire du communautarisme musulman dans nos sociétés. On parle d'invasion islamique, c'est devenu un sujet central un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la prépondérance de l'islam ? Prépondérance, non. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une prépondérance pour avoir une menace. Si on parle de menace islamiste, il faut voir si on parle d'une menace idéologique, religieuse, de type fanatique, ou d'une menace migratoire par le nombre. Voilà. C'est plutôt... Évidemment, j'ai une vision qui est peut-être un peu étroitement matérialiste, mais quand j'examine l'immigration, je pense démographie, nombre, réfugiés, enfin c'est ça qui m'intéresse plus que les grandes questions théologiques auxquelles, j'avoue, je ne comprends pas grand-chose. Là, je vais faire mon autocritique. J'ai beaucoup de peine avec toutes les questions religieuses, pas que pour l'islam, mais de manière générale, ça m'emmerde religieusement. Ce qui n'est pas un manque de respect pour nos amis qui croient en un Dieu ou en un autre, mais j'ai des amis musulmans, des amis catholiques, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ça c'est vrai que sur ces sujets-là, quand j'en parle pas, c'est tout simplement pour laisser la parole à des gens plus compétents. J'ai pas fait l'effort de lire tous les livres saints, je connais surtout les textes bibliques, et encore je les connais de manière... tout à fait lacunaire, donc je ne fais pas mon malin là-dessus. J'ai écrit un certain nombre de textes sur l'islam, des textes qui peut-être sont un petit peu obsolètes aujourd'hui, à l'époque où j'étais proche de groupes comme Égalité et Réconciliation, qui étaient donc le vaste mouvement politique initié par Alain Soral, qui avait un beau programme, réaliste je ne sais pas, mais un beau programme en tout cas, que dans l'idéal je continue de soutenir, qui était évitant la guerre civile, notamment la guerre raciale, en intégrant autant que faire se peut les immigrés, notamment les immigrés arabo-musulmans, en suivant la doctrine républicaine d'assimilation. Et je continue de penser que c'est ce que la France devrait faire. Par contre, là où Soral rencontre des opposants, c'est ceux qui lui disent oui, mais est-ce vraiment possible ? Est-ce que c'est la voie que nous prenons ? Est-ce que nous n'avons pas été débordés ? Est-ce que finalement la République étant quand même aussi laïque, faisant passer les lois de l'État avant l'argent, est-ce que c'est encore possible ? Je ne sais pas. Ça, je laisserai répondre les Français parce que je me mêle pas comme je l'ai dit, je me mêle pas trop des affaires des voisins. Mais j'avais écrit un certain nombre de textes où j'expliquais justement, comme je te le disais avant, que les immigrés musulmans, dans la mesure où ils étaient musulmans et dans la mesure où ils venaient de certains types de cultures bien particulières, étaient en gros des civilisations traditionnelles, conservatrices, qui pouvaient entamer un dialogue fécond avec la partie de la population chez nous qui était aussi traditionnelle et conservatrice, qu'elle soit catholique ou protestante ou qu'elle ne le soit pas. Moi je n'ai pas de religion, ça ne m'empêche pas de me reconnaître dans un certain conservatisme, des valeurs. Et je pensais que le dialogue, comme je l'ai dit avant, se ferait mieux avec nous qu'avec ceux qui leur ouvraient les portes. Voilà, je ne vais pas me répéter. C'est ça que je disais. Et moi, je pensais qu'effectivement, quand on parlait, je pense toujours d'une manière... Quand on parlait de criminalité des banlieues, de délinquance, dont la plupart des auteurs étaient souvent des arabo-musulmans qui étaient de fait majoritaires dans ces quartiers-là, quand on examinait vraiment les délits auxquels ils se livraient, ça rappelait moins ce qu'on lisait dans le Coran, pour ce que j'en ai lu, qu'une délinquance motivée par l'idéologie de l'argent facile, donc que ce soit trafic de drogue, racket, agression sexuelle. Et j'avais l'impression que dans la crise des banlieues de 2005, c'est cette époque dont je parle, donc il y a une dizaine d'années, ce que je voyais pas du tout les Mahométans avec leur cimetière. Je voyais des immigrés maghrébins déclassés, complètement décervelés par l'idéologie MTV, ce qui n'est pas du tout pareil. Ce qui est pas du tout pareil. Je continue de penser que ça, c'est un gros problème aussi. Même si maintenant, évidemment, parmi cette génération-là, il y en a plein qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun horizon culturel, qu'ils étaient décervelés, qu'ils étaient aliénés, comme on dit dans le marxisme, et qui du coup se sont dit « Ah ben tiens, le djihad me propose quelque chose d'héroïque ». Philosophiquement c'est sans doute mieux, mais mon Dieu, je le conseillerais à personne parce que c'est affreux, c'est injustifiable et je ne défendrai jamais ça. Voilà où j'en suis resté de mes réflexions vues de Suisse, donc avec un recul. Je suis évidemment, là on arrive dans une situation qui ressemble quand même beaucoup à une guerre. Je pense qu'il faudra vraiment donner les moyens qu'on nous demande contre le djihad, contre le terrorisme, tout en ayant pris soin de vérifier, parce que ça c'est un sujet extrêmement chaud, que nos ennemis sont bien ceux que l'on désigne, parce qu'il y a aussi beaucoup que les fanatiques qui nous tuent et qui se tuent eux-mêmes en soient persuadés, je le pense.
Mais le propre des fanatiques, c'est que ce sont des imbéciles aussi faciles à contrôler que nous, les victimes. Donc là, il faut un petit peu faire attention, parce que sans tomber dans la théorie du complot, les affaires d'État sont beaucoup plus compliquées. Enfin, je veux dire, on a vu ça pendant la guerre froide, en Italie, dans les années de plomb. On a vu que les coupables n'étaient pas forcément ceux qu'on pense, et qu'on trouvait toujours des idiots utiles pour faire le boulot de gens qui finalement ne croyaient ni en Allah, ni en Jésus, ni au communisme, ni à rien. Ça, faut pas... seulement, évidemment, lorsque le bateau coule, on ne cherche pas forcément la justice, la vérité et la réponse à nos questions. On cherche à colmater les trous et à écoper. Donc, la sécurité des nôtres avant tout, hein, c'est comme... mais je suis très emmerdé pour répondre à cette question, disons. Mais c'est vrai que, de manière générale, pour en finir sur la question religieuse, c'est vrai que je conserve, comme il y a 10 ans, tout mon respect envers, disons, les musulmans pacifiques intégrés, de même qu'envers mes compatriotes chrétiens. Mais j'ai, en fait, mais ça c'est des raisons philosophiques, de plus en plus de peine avec ces expressions de foi, et là je vais tenir un discours presque libéral au sens philosophique. Je les tolère en tant qu'ils me tolèrent, mais faut pas trop non plus mais justement là, bon, on pourrait dire peut-être que l'islamisme violent, le terrorisme djihadiste, etc., bon, c'est peut-être vu comme le sommet d'un iceberg, mais dessous il y a indéniablement une progression d'un islam qu'on peut considérer comme modéré, pacifique, mais qui tout de même est en train de poser ses marques un peu en Europe. On a eu une augmentation spectaculaire de mosquées, bon, qui sont liées bien sûr à l'immigration, mais on peut aussi observer des phénomènes comme en Grande-Bretagne, où maintenant plusieurs villes, bon, sans parler de la ville de Londres qui vient d'élire un maire musulman, ce qui inquiète beaucoup de gens, légitimement peut-être, et d'autres villes comme Leeds, Manchester, où il y a des très fortes communautés musulmanes qui ont par exemple, sauf erreur, réussi à imposer certaines lois de la charia, par exemple par rapport au mariage, au divorce, aux questions sociales, d'héritage, etc., qui ont réussi à vraiment faire pression sur la loi constitutionnelle pour imposer des lois qui sont complètement exogènes à la Grande-Bretagne. C'est extrêmement délicat parce qu'on n'a jamais été confronté à ça, surtout pas dans ces proportions, parce que c'est les proportions qui créent cet entrisme de l'islam. Dans un premier temps, quand les choses sont gérables, je suis favorable à une certaine liberté. Dans le cadre, par exemple, du rapport entre l'État et les églises, qui est le nôtre, bien sûr. Mais je pense à un exemple très concret que j'ai vu de près. J'ai vécu un peu plus d'une année en Chine, où il y a une forte communauté musulmane, indigène, c'est une minorité ethnique, mais indigène à la Chine, qui sont les Ouïghours. Les Ouïghours représentent une importante minorité musulmane, déjà parce que toutes les minorités sont importantes en Chine, question d'échelle, enfin c'est quand même beaucoup de gens qui sont des gens qui vivent leur foi à leur manière, hein, peut-être pas comme en Arabie Saoudite, chacun le vit à sa manière différente, et qui avaient des revendications religieuses, notamment par rapport à l'exercice de leur culte. Et la Chine, sur ce plan-là, et je pense qu'elle a tort, de par les fondements communistes de son régime et de sa constitution, fait preuve d'une certaine intolérance envers l'exercice des cultes, et a pris le risque de braquer ces gens-là, alors que ces gens-là étaient peut-être, même en tant que minorité ethnique, chinois avant d'être musulmans. Et le problème, c'est que quand on braque des communautés comme ça, même des communautés patriotes intégrées déjà parce que faisant partie du terreau, hein, elles peuvent être tentées de rejoindre un islam international. Et l'islam international, ça peut être la porte vers le terrorisme et le djihad. À l'époque, là je parle d'Al-Qaïda, aujourd'hui on pourrait parler de Daesh, c'est la même chose en pire quelque part. Mais l'intérêt de tous les gouvernements, mais ça, disons, on ne peut pas transposer ça chez nous, parce que chez nous, il s'agit d'immigrés, donc c'est beaucoup plus sensible. En Chine, il s'agit d'indigènes de religion musulmane, ce qui n'est pas la même chose. Mais disons, les problèmes viennent comme ça. L'islam est un internationalisme, et c'est peut-être ça la nature du danger. Je suis tombé sur une phrase d'André Malraux qui m'a interpellé. Ça date de 1974, pendant les élections. Et il dit une chose étonnante, qui moi m'a interpellé. Il dit: politiquement, l'unité de l'Europe est une utopie. Il faudrait un ennemi commun pour l'unité politique de l'Europe. Mais le seul ennemi commun qui pourrait exister serait l'islam. Et ça me fait énormément penser à ce qui se passe aujourd'hui.
C'est vrai, alors sur ce coup-là, Malraux est assez lucide. Et sur ces questions-là, il a toujours été de manière étonnante, comme lorsqu'il disait que le 21e siècle, qu'il n'allait pas connaître, serait religieux ou spirituel, je ne sais plus, ou ne serait pas. C'est à une époque où on avait pensé dépasser ça, on a pu le prendre pour un doudin, mais aujourd'hui on voit que, malheureusement à mon avis, il avait raison. Et ce qu'il dit sur l'islam est sans doute pas tout à fait faux, ça fait penser avec beaucoup plus de lucidité à ce que disait Francis Fukuyama, qui dans son livre Le Dernier Homme écrit dans la foulée de l'effondrement de l'Union soviétique, se disait ah, enfin on a gagné, donc on, c'est l'Occident, le monde libre, basé sur les bases capitalistes, mercantiles, mondialisées et temporelles, laïcisées. On va gagner maintenant, il ne saurait plus y avoir d'opposition. Je crois qu'il traite l'islam sur 2 paragraphes sur un livre de 500 pages, c'est effrayant. Il dit oui, alors évidemment on pourrait dire que l'islam pourrait prendre le relais du mythe communiste, mais en fait l'islam ne sortira jamais de ses terres. Vraiment, c'est dans le texte, hein, écrit au début des années 90, donc c'est pas si vieux. L'islam ne connaîtra jamais de succès en dehors de ses terres historiques. Et ce type continue d'être interviewé toutes les semaines comme un expert, quoi. C'est quand même aberrant. Malraux, du coup, était beaucoup plus malin, ça c'est vrai. Alors, oui, c'est ce qui est en train d'arriver. Seulement, c'est peut-être pas aussi unilatéral que ça, parce que géopolitiquement, il y a quelque chose un ennemi qui est beaucoup plus proche et sur lequel l'Union européenne joue beaucoup, c'est l'Est, c'est la Russie. On a traité de la question avant, la crise ukrainienne, qui est peut-être d'ailleurs le contre-coup de la crise syrienne, hein, parce qu'il y a une hypothèse selon laquelle finalement, par dépit, les États-Unis ayant été confrontés finalement à l'action militaire de la Russie en Syrie auprès de Bachar el-Assad, se sont dit, ben tiens, par mesure de revanche et pour les affaiblir, on va les attaquer beaucoup plus près de chez eux. Hein. On sait ce qui s'est passé en Pologne avec les boucliers antimilitaires, mais c'est surtout une manière, il y a une espèce de guerre froide que se mène, triangulaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine par ailleurs, qui va bientôt... Mais tout ça pour dire que, parce que là ce que je dis c'est en gros la thèse de Raphaël Glucksmann. Je prends le contre-pied en disant oui, il a peut-être raison, sauf que moi évidemment je prends parti pour les méchants, mais Raphaël Glucksmann dit l'Europe de l'Ouest a 3 grands ennemis, et lui, enfin il dit pas l'Europe de l'Ouest, il dit l'Europe, mais moi je pense l'Europe de l'Ouest, mais lui il est partisan, c'est un bruxellois, hein, c'est un bruxellois comme on disait hier, un vichysois, et il pense que nos ennemis sont au titre de 3. Il y a un ennemi intérieur qui est le nationalisme, et il y a 2 ennemis extérieurs qui sont la Russie poutinienne et l'islam. Voilà, ça c'est sa thèse. Hein. Il reprend finalement les idéaux de son père. Glucksmann, c'est un BHL de 35 ans, avec un peu de naïveté en plus, qui fait qu'il dit les choses de manière un petit peu plus brutale que le vieux renard qui tire les ficelles derrière. Mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il a tort dans la mesure où on ne doit pas entrer dans ce jeu-là, mais il a raison dans la mesure où ce sont effectivement 3 ennemis de l'Union européenne. On doit, non pas en tant qu'Union européenne, mais en tant que peuple européen, on doit prendre garde, on doit lutter contre le terrorisme, on doit prendre garde aux dangers induits par l'immigration musulmane, ça c'est vrai, mais par ailleurs, ce sont peut-être justement les mouvements patriotiques qui vont nous y aider, et le fait de faire des alliances diplomatiques ou géostratégiques avec la Russie ne va pas du tout aggraver la situation, ça risque même plutôt de l'améliorer. On doit rester libre, on doit rester neutre, on doit rester indépendant en tant que Suisse, mais on aurait intérêt à regarder un petit peu plus vers l'Est et un petit peu moins vers l'Ouest, à mon avis. Tout à fait, on y aurait tout à gagner, je pense. On devrait résister à ces... effectivement, il y a une vieille russophobie. En Suisse, pas tant que ça. Mais non. Oui, peut-être pas en Suisse. Guy Mettan a sorti un très bon bouquin l'an passé sur ça. Ouais. Non, mais je pensais aux conquêtes napoléoniennes déjà, ça part déjà de là. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu cette guerre froide avec avec ce bloc de l'Est. Et puis, là, par exemple, on peut être assez surpris par exemple, du mépris qu'actuellement, je pense par exemple aux commémorations de la dernière guerre. Ah oui. Où vraiment les Russes ont été diplomatiquement méprisés, scandaleusement méprisés, alors que finalement, je crois que c'est eux qui ont payé vraiment le plus gros tribut dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Va et malheur aux vaincus. Ceux qui écrivent l'histoire sont les vainqueurs, voilà. On le sait. Alors les Russes ont fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale contre l'ennemi nazi, mais peu de temps après, quelques décennies, mais ils ont fait partie des vaincus
dans la guerre froide. Donc au final, il y a une nation qui a vaincu ces deux guerres, c'est les États-Unis. Donc évidemment, ils ont sorti leur version, la version des Alliés du débarquement, qui en termes de vaincus est la nôtre. On est tous bien contents d'avoir terrassé l'hydre hitlérien, mais ils nous font croire qu'ils étaient seuls à le faire. Non seulement la résistance locale est dépréciée, mais en plus, peut-être plus important encore, le rôle de l'armée rouge. Bon, l'armée rouge, effectivement, qui s'est comportée de manière barbare en Europe et notamment en Allemagne, je ne reviens pas là-dessus, c'est un fait historique sur lequel on a beaucoup. Mais d'un point de vue strictement militaire, ça a été d'une importance capitale. Il n'y a pas de libération de l'Europe de l'Ouest sans l'intervention de l'Union soviétique, avec l'aide des Alliés. C'est la vérité. Mais après la chute de l'URSS, c'est quelque chose qui n'est plus dissible, y compris dans les manuels d'histoire, j'en ai étudié, où c'est signalé, mais c'est signalé vraiment presque en note en bas de page. Donc c'est ça le problème avec la Russie. Moi je suis en contact avec ce qu'on appelle une série de penseurs en Russie qu'on appelle les Eurasiens, ou les Eurasistes, ou enfin, il y a différentes manières de les traduire en français, qui considèrent qu'ils ont intérêt à pactiser peut-être avec la Chine, au-delà du fleuve qui les sépare, et puis qui considèrent aussi que nous, les Européens de l'Ouest, on pourrait finalement se recentrer un peu sur les civilisations qu'on appelle telluriques, les civilisations de la Terre, par rapport aux civilisations thalassocratiques, les bords de mer. Ça peut paraître un petit peu romantique, ces termes d'ancienne géopolitique, mais ils signifient quand même quelque chose dans le temps long. Et même si je n'ai absolument rien, j'ai dit que je me sentais latin, donc évidemment les civilisations du bord de mer me sont très sympathiques culturellement. Mais notre avenir n'est pas dans le monde anglo-saxon. Elle n'est pas non plus dans l'Europe du Nord. Elle n'est pas dans l'Europe scandinave. Enfin notre avenir, elle est là où nous sommes bien sûr, mais je pense que nos amis sont peut-être, je leur dis, plus à l'est qu'à l'ouest. Mais malheureusement, sous les pressions atlantistes de Washington, on semble être en train de mettre, enfin, j'espère pas qu'on va en arriver là, mais on est en train de mettre en place une espèce de stratégie de terreur contre la Russie. Ouais. On pourrait même dire qu'on reprocherait presque à la Russie d'avoir mis ses frontières trop près des forces de l'OTAN. On en est presque à ce discours un peu le monde à l'envers. Aberrant, le monde à l'envers. Et puis, est-ce que tu penses, par exemple, pour revenir plutôt pour y aller, aux prochaines élections aux États-Unis, est-ce que tu penses que vraiment il y a une différence entre la projection qu'on peut faire sur la politique de Trump ou de Clinton? C'est très difficile à dire, n'étant pas américain. D'une part, n'ayant pas accès à l'ensemble accès, oui, j'y ai accès, mais je ne maîtrise pas assez l'anglais pour lire autant qu'il le faudrait tous ces textes. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, j'ai lu le matin, aujourd'hui, il y avait quelque chose d'assez exclusif qui m'a étonné dans le matin, d'habitude, qui ne fait pas ce genre de boulot-là, mais l'interview d'un républicain dont j'ai oublié le nom, d'un chercheur, d'un investigateur, qui a sorti un brûlot sur le couple Clinton et leur manière après. Parce que par exemple le procès Levinsky leur a coûté extrêmement cher. Ils étaient théoriquement sortis ruinés de cette affaire au moment où la législature prenait fin. Et peu de temps après, ils étaient à nouveau multimillionnaires parce qu'ils se faisaient. Non seulement Clinton faisait des conférences qui étaient vraiment monétarisées. C'est très cher, avec des tarifs très élevés, mais en plus ils avaient un système d'investissement venant de pays étrangers qui fonctionnait très bien, et ce type, qui évidemment n'est pas neutre mais qui est un soutien de Trump, a dénoncé ça, et je me suis dit, tiens, nos médias lui donnent la parole sur 2 pages, ce qui est très rare, alors que d'habitude on préfère soutenir Hillary Clinton. Alors moi, évidemment, j'ai pas énormément de sympathie pour Monsieur Trump, mais bon, je le connais, je peux pas le juger, franchement, pour moi c'est un exotique, mais ils le sont tous. Libéral libertariste total, quoi. Mais pas tant que ça, justement, d'après ce que j'ai lu. Mais peut-être on lit tellement de choses différentes. Mais justement, il semblerait que sur certains points, il soit beaucoup moins libéral que le clan Bush ou que ses camarades républicains dont il est un petit peu le mouton noir. Je ne sais pas. En même temps, quand on me dit qu'Hillary Clinton est plus à gauche, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je vois surtout la femme du système. Je veux dire, Bernie Sanders me semblait plus intéressant, mais de toute façon, il est hors sujet, donc n'en parlons plus. C'est très difficile à dire. Moi, je pense vraiment. C'est pour ça qu'avant, je disais que je ne reconnaissais pas la notion d'Occident. Là, on a un très bon exemple. Si l'Occident existait, on pourrait délibérer tout à fait intelligemment,
des élections américaines et on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Non pas parce qu'elles ont lieu en anglais, bien sûr, mais parce que c'est un milieu politicien qui nous est extrêmement étranger. La gauche et la droite américaine ne sont pas la gauche et la droite européenne. Peut-être même que c'est plus clair, parce que j'aime bien le fait que les gens de gauche aux États-Unis s'appellent libéral, ce qui m'étonnait beaucoup il y a une dizaine d'années. Je le comprends mieux et je me dis que c'est peut-être eux qui ont raison, parce qu'au moins ils jouent franc jeu, alors que nos socialistes à nous continuent de s'appeler socialistes, alors qu'ils sont libéraux. Enfin bref, peut-être que la politique américaine est plus claire, mais on n'y est pas habitué. Et puis évidemment dans un monde où le Tea Party traite Obama de bolchevique et le caricature en moudjik avec le couteau entre les dents, les notions de gauche et de droite sont vraiment incompréhensibles pour nous. Parce que oui. Franchement, non, pour moi, ce sont des libéraux tous. Hein, je veux dire, dire que Clinton serait de gauche, ça prête quand même à bien rire. Sûr, Quoi. Et puis même Obama. Voilà, bah oui, mais même Obama. Et puis le Tea Party, parce que par exemple, quand les manifs pour tous ont commencé en France, et j'ai pas mal d'amis là-dedans, on a dit, les journalistes, jamais à court de caricature, on dit ah c'est un Tea Party à la française. C'est faux, c'est faux. Je veux dire, les Tea Party ne peuvent exister qu'aux États-Unis, je pense, parce que c'est une synthèse idéologique qui est complètement bâtarde de notre point de vue. Je n'arrive pas, j'ai beaucoup étudié les Tea Party, j'ai lu beaucoup de textes, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je sais que ça me plaît pas, parce que c'est pas que tout me déplaît, mais c'est qu'il y a tellement de contradictions que forcément ça ne me plaît pas. Alors que les manifs pour tous, même si le côté catho-conservateur m'emmerde, il y a quand même une série de trucs anthropologiques, philosophiques, machin, qui me semblent au moins cohérents, parce qu'on fait partie du même milieu culturel. Non, les États-Unis sont un pays étranger, c'est très bien comme ça, hein, c'est pas une critique contre eux, c'est juste qu'il faut admettre que nos deux manières de penser sont irréconciliables, et à partir du moment où ils auront compris qu'on n'a aucune prétention à les juger, j'espère qu'ils feront de même pour ce qui se passe sur notre continent. Pour faire un petit retour sur la France, mais peut-être ça vaut aussi pour les pays satellites. Donc actuellement le gouvernement Hollande est sévèrement critiqué, hué, mais il y a une chose, et ça c'est récurrent, on ne touche jamais aux classes métapolitiques, c'est-à-dire les classes médiatiques. On voit les grands journaux, là, ils demeurent malgré les changements de pouvoir, bon, qui sont plus ou moins centre-droite, centre-gauche, centre-droite, mais tout le temps ces grands médias restent en place, et puis ces grands médias sont tenus par des grands groupes financiers, Bolloré, Dassault, etc. Et étonnamment, on attaque le gouvernement, mais finalement ces gouvernements sont finalement quelque part pour une grande partie les marionnettes de ceux qui tiennent ces groupes financiers, qui sont aussi les extensions par les médias d'un certain discours. On ne s'attaque jamais finalement aux véritables marionnettistes, je dirais. Et c'est vrai, parce que les marionnettes sont plutôt effectivement les politiciens, et la métapolitique qui est au cœur du débat, et le combat se porte là, hein, c'est le combat que tout à fait modestement en tant que petit scribe j'essaye de mener, qui n'est pas un combat politicien mais qui est un combat métapolitique, d'où le choix d'une agitation médiatique plutôt qu'une agitation politicienne par exemple, et les puissants l'ont bien compris également, comme tu le dis très bien, mais il n'y a même pas besoin d'aller en France. En Suisse, je prends des exemples communaux, je ne vais pas donner de nom parce que là on arrive dans le village d'Astérix, mais on voit que nos élus sont soumis au vote des citoyens, donc ils tournent toutes les législatures, mais en général, par consensus, par habitude, les gens qui sont juste en dessous d'eux, qui sont responsables des dicastères de la culture, de machin, eux ils restent parce qu'ils font partie des meubles comme des plantes vertes. Pourtant ils sont beaucoup moins, ils travaillent beaucoup moins que les gens qui ont été élus comme leur patron. Et ils continuent, c'est le même ronron, on se retrouve un petit peu dans l'Union soviétique finissante, mais seulement eux, comme ils sont juste en dessous, on n'ose pas les bouger parce qu'ils ne sont pas soumis au vote. Et c'est exactement pareil. On pourrait imaginer une démocratie parfaite où les grands directeurs de rédaction seraient... Enfin bon, voilà, on pourrait me répondre que les journaux sont des organismes privés, donc on n'a pas le droit, mais ils ne sont pas si privés que ça, vu les subventions qu'ils touchent. Ça, c'est un petit peu ça le problème. À Éléments, on pourrait pas nous imposer un changement de rédacteur en chef, parce qu'on est libre, on est autonome financièrement. À Libération, oui, on pourrait, ça change tout. Je connais
pas mal de gens, pas dans les quotidiens, mais dans des revues, à Marianne, au Nouvel Obs et tout. Et je ne veux pas en dire plus là-dessus parce que je ne veux pas compromettre ces amis-là qui sont de simples journalistes. Mais quand on voit le fonctionnement, c'est effectivement ce fonctionnement métapolitique qui déverse quotidiennement le même catéchisme et qui est inattaquable parce qu'il dispose à la fois d'aide financière privée et de subventions étatiques. Mais le vrai débat se trouve là, à la nuance près que les gens les lisent de moins en moins et sont donc moins influencés. On n'est plus dans la grande bataille de la presse comme dans la première partie du XXe siècle. Et quelque part tant mieux. Quelque part tant mieux parce qu'il y a un peu plus de place pour tout le monde et le fait de peser sur l'opinion ne dépend plus uniquement de coucher avec qui, d'avoir le bon copinage ou d'avoir le financement. Donc ça, c'est quelque chose que je ne déplore pas du tout. Hein. Je veux dire, le temps de J'accuse d'Émile Zola, enfin tout ça c'est très beau, mais en fait je ne regrette pas qu'on en soit sorti. Parce que maintenant, il y a Internet, maintenant les choses se passent différemment, maintenant on n'a plus besoin d'être adoubé par un des deux seuls partis en place, parce que finalement ça se limite à ça, pour pouvoir avoir droit à la parole. Donc la métapolitique, elle se passe là, de manière marginale, elle se passe aussi bien ailleurs. Il y a des études qui sont faites par exemple sur la fréquentation des sites, des sites des grands quotidiens. On voit que c'est pas fameux. On voit que certains sites indépendants arrivent facilement à dépasser la fréquentation de quotidiens nationaux soutenus par l'État et existants depuis 40 ou 50 ans. Donc c'est la preuve que quelque chose est en train de bouger.